sûr, bonjour à tous et à toutes, bien sûr. Je suis ravi de vous présenter, à la demande du bureau de l'URML des Pays de la Loire, l'expérimentation régionale de PDSA qui s'est déroulée donc, depuis le 1er avril 2011. Ça fait même maintenant 5 ans pour la plupart que ça se déroule. Alors, pour commencer, mon propos va être très synthétique, compte tenu du temps que m'a imparti Philippe Leduc. Et pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté, il faut accorder à l'URML un simple rôle de facilitateur qui a permis aux associations départementales de permanence des soins, qu'on appellera les ADOPS, alors je ne détaillerai pas à chaque fois, mais en parlant des ADOPS tout de suite, Association départementale d'organisation de la permanence des soins, de se parler et de s'organiser et d'organiser des réunions préparatoires. Ce sont bien les ADOPS, en partenariat avec l'ARS, qui ont bâti et qui sont les acteurs de l'expérimentation. Alors, nous soulignons bien sûr ici leur rôle majeur, et je veux donc essayer de vous décrire cette expérimentation en vous livrant quelques réflexions du médecin de terrain que je suis. Alors, je vais essayer de comprendre comment ça fonctionne. La première fois, c'est toujours difficile. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que cette permanence des soins? Cette expérimentation, eh bien, c'est d'abord une organisation équitable sur l'ensemble du territoire, donc la région, permettant d'intégrer la PDSA dans l'offre de soins de premier recours. La grande originalité, comme l'a souligné tout à l'heure Madame Courrèges, c'est la délégation de gestion par l'ARS aux ADOPS. Une enveloppe financière est calculée au début de l'expérimentation. Une enveloppe financière donc, qui correspond au coût des actes médicaux et à celui des astreintes des effecteurs, ainsi que des rémunérations des régulateurs. Au final, plus on fait d'actes, moins on perçoit d'astreintes. Mais c'est aussi la possibilité de revaloriser les rémunérations, selon le choix de chaque ADOPS. Ces rémunérations sont plafonnées, en détail 4C par heure pour les régulateurs et triplement de l'astreinte conventionnelle pour les effecteurs. Enfin, c'est enfin un financement consolidé pour le fonctionnement des maisons médicales de garde et pour le fonctionnement des ADOPS. Alors pourquoi est-ce qu'on a fait tout ça? Eh bien, avant 2011, il y avait un constat qui était de dire c'est pas très homogène la PDSA sur le territoire et il va falloir qu'on se bouge un petit peu. Les ADOPS existaient. Les secteurs de garde traditionnels étaient trop nombreux, 96 en Pays de la Loire recensés, malgré l'implantation déjà de 28 maisons médicales de garde. Il y avait aussi des doublonnages avec SOS médecins sur certains secteurs. Une couverture incomplète, avec souvent une absence de réponse en nuit profonde. Des existences de carences dans les tableaux de garde. Rappelons que depuis 2002, la PDSA, ça se fait sur la base du volontariat. Difficultés pour le recrutement des médecins régulateurs dans certains endroits. Financement qui devient complexe pour rester équitable. Ainsi, après ces constats, il s'est dégagé rapidement parmi les acteurs de terrain, les ADOPS, l'ARS, une volonté de responsabiliser ces acteurs dans la gestion financière et afin de lui donner une certaine souplesse dans l'adaptation des moyens. Alors, pour être très rapide sur quel territoire a été fait cette expérimentation qui est régionale, bien, il y a 5 départements dans les Pays de la Loire, 4 ont adhéré, la Sarthe n'a pas voulu s'engager. Et puis parmi les départements qui ont adhéré, donc la Vendée, la Maine-et-Loire, la Mayenne, il y a eu quelques zones d'exclusion d'expérimentation, en particulier sur la zone couverte par SOS Médecins à Nantes et à Saint-Nazaire, et également en Vendée à l'Île-Dieu. Alors là, vous avez la carte, c'est pour mettre un peu de couleur pour dynamiser l'affaire. Là, c'est la carte aboutie, donc on ne va pas de loin voir toutes les petites maisons de garde qu'il y a, mais c'est pour vous montrer la géographie générale de la région des Pays de la Loire. Bon, je fais une petite analyse par département en essayant de vous montrer rapidement, très succinctement, et pardonnez-moi d'être incomplet, bien entendu, aujourd'hui, par département. En commençant par le Maine-et-Loire, en 2011, une régulation médicale qui est en perte de vitesse, pas d'effections en nuit profonde, 23 secteurs de garde, dont 7 maisons médicales de garde. Maintenant,
Aujourd'hui, la régulation médicale est encore partielle, mais elle a été revalorisée. Il y a 13 secteurs de garde, dont 13 maisons médicales de garde. Il n'y a pas d'effections en nuit profonde. En ce qui concerne la Mayenne, en 2011, la sectorisation est aboutie sur 8 secteurs. Ils sont déjà en avance en Mayenne. Une régulation sur toutes les plages horaires, mais délocalisée, c'est ce qui fait sa particularité. Et la nuit profonde est assurée. Maintenant, en nuit profonde, il y a une certaine mutualisation pour certains secteurs, en particulier urbains, avec l'hôpital. Et puis la rémunération des acteurs, elle a pu être valorisée et tient compte du degré de pénibilité. La Loire-Atlantique, alors bien sûr hors SOS, puisqu'on a dit qu'il ne rentrait pas dans l'expérimentation. Avant 2011, en Loire-Atlantique, il y avait 10 secteurs de garde, autour de 10 maisons médicales de garde, une régulation libérale sur toutes les plages horaires, mais pas d'effections en nuit profonde. Donc l'expérimentation a permis, et c'était bien sûr un souhait très fort de l'ADOPS 44, de créer le médecin mobile, qui était un nouveau concept. Donc un médecin mobile a été créé sur 5 grands secteurs, chaque secteur correspondant à la réunion de 2 secteurs de maisons médicales de garde, avec quand même peut-être un accès parfois de 3/4 d'heure à 1 heure pour le médecin de garde la nuit. Donc il intervient, ce médecin mobile, sur demande régulée, bien sûr, entre 20h et 8h. Donc il y a une certaine juxtaposition avec la permanence de certaines maisons médicales de garde, mais qui par définition maintenant ne se déplacent plus à domicile. C'est une garde postée. À ce titre, il peut prétendre à une rémunération plus forte, le principe étant qu'un médecin mobile soit au moins aussi bien rémunéré qu'un régulateur. Donc dans le 44, la nuit profonde est maintenant couverte. L'expérimentation a aussi permis de pérenniser le fonctionnement des maisons médicales de garde en Loire-Atlantique et de revaloriser les astreintes des effecteurs pour tenir compte d'une activité moindre, surtout le soir de 20h à minuit. Enfin, le nombre d'heures de régulation a augmenté. Je terminerai par la Vendée. En 2011, il existait en Vendée 27 secteurs traditionnels, dont 2 maisons médicales de garde, une effection partielle en nuit profonde et une régulation sur toutes les plages horaires au centre 15. Aujourd'hui, la régulation est renforcée avec un nombre d'heures accru. Les secteurs ne sont plus que 19, dont 2 maisons médicales de garde. Il y a eu la création de 3 secteurs de médecins mobiles sur le modèle du 44. La Sarthe, je n'en parle pas puisque le propos était de parler de l'expérimentation. Et, pardonnez-moi, je reste dans mon sujet. Aujourd'hui, on peut faire une analyse d'ensemble. Diminution de moitié du nombre de secteurs qui est passé de 96 à 50, c'est quand même considérable. Il y a également plus 8% de médecins effecteurs, plus 9% de médecins régulateurs libéraux, et il y a bien sûr une progression du nombre d'heures de régulation qui est évaluée à plus 10% de régulation libérale en plus. Il existe une absence de carence maintenant sur les tableaux de garde, sauf peut-être à la marge, bien entendu, autant pour les effecteurs que pour les régulateurs. La couverture en nuit profonde en Vendée et en Loire-Atlantique a été couverte, elle existe, avec la création de ces médecins mobiles qui permettent d'éviter un grand nombre d'hospitalisations ou d'effectuer des actes parfois médico-administratifs pour lesquels il y avait bien sûr une carence avant. Enfin, il existe un bilan qualitatif positif évalué par une enquête de satisfaction auprès des usagers en 2015. Il y a quelques difficultés quand même, quelques inconvénients, vous allez nous dire. Alors on va y arriver, j'y arrive. D'abord, j'ai juste une petite chose sur le coût, parce qu'on ne peut pas parler, bien sûr, tout cela a un coût, mais c'est un coût maîtrisé. C'est un coût maîtrisé parce que sans vouloir détailler, on peut retenir quand même en 2014, j'ai consulté là les chiffres de l'ARS dans un rapport, une enveloppe dépensée de 11,4 millions d'euros pour une enveloppe cible de 13,8 millions. Cette enveloppe de 13,8 millions avait déjà été déterminée en 2008, sur des chiffres de 2008, donc elle n'a pas bougé, ou à la marge. Et on est toujours avec une enveloppe qui n'est pas consommée totalement, ce qui veut dire en 2014 qu'on a pu générer une non-dépense de 11% par rapport à 2008. Alors il faut rapporter ça bien sûr au coût par habitant. En région, il est évalué à 4,80
43 versus un coût moyen national qui était estimé en 2011, selon des données officielles, de 6,05 € par habitant. Je n'irai pas plus loin sur la partie financière. Philippe Leduc me demandait s'il y avait des inconvénients. Il n'y en a pas beaucoup, mais enfin j'en ai listé quelques-uns. Je citerai une enveloppe qui n'est pas consommée totalement, on en a parlé, mais cela devient un avantage pour le financeur. Un système d'information, le système d'information qui est vraiment un sujet très très central dans cette affaire, qui n'est pas mis en place malgré un temps passé important pour élaborer le cahier des charges. Parce que ce qui se passe actuellement au niveau national, en région, nous y avons déjà travaillé, et nous y travaillons avant l'expérimentation, et nous avons cru pouvoir mettre en place très rapidement pour pouvoir s'évaluer facilement cet outil au cours d'expérimentation, et l'expérimentation est maintenant au terme de ces 5 ans, et on n'a toujours pas de système d'information, mais enfin, on est en train maintenant de faire des tests. Enfin, des contraintes de gestion lourdes, avec le suivi financier, les saisies manuelles, et puis beaucoup de comités de gestion, ARS, CPAM, ADOPS, qui sont indispensables, mais qui sont relativement lourds. Alors, évidemment, cette petite note pessimiste, elle est gommée par les nombreux aspects positifs, et je vous énumérerai assez rapidement. Consolidation forte de ce qui fonctionnait bien, en tenant compte des spécificités de chaque département. Création des nouveaux moyens. L'action des médecins mobiles permet d'organiser une meilleure réponse aux patients, avec éventuellement des interventions en EHPAD, participation à la HAD, enfin, etc., etc. Un maillage territorial centré le plus souvent autour de maisons médicales de garde qui est plus performant, plus sécurisé, qui entraîne moins de files d'attente. Ça en rapport évidemment et en comparaison avec certains services d'urgence hospitaliers qui sont parfois débordés. On arrive quand même à être plus réactif là-dessus. Une valorisation de l'astreinte qui tient compte de la pénibilité, on l'a vu tout à l'heure. Un renforcement du climat de confiance, et c'est très important, entre les ADOPS et l'ARS, qui ont appris à se connaître et à se respecter. Une maîtrise des coûts, nous l'avons vu. Une anticipation des problèmes liés à la baisse de la démographie médicale. Une grande satisfaction des médecins installés et de leurs remplaçants, et ceci se concrétisant par l'absence de carence dans les tableaux de garde. Une satisfaction également des usagers, nous l'avons vu dans des sondages et des enquêtes. Une autonomie de gestion par les médecins libéraux au sein de leurs ADOPS, en les responsabilisant. Et puis, enfin, la reconnaissance de cette expérimentation en modèle qui peut être exporté, un modèle exportable qui est inscrit maintenant dans le PLFSS. Merci. Je n'ai pas terminé, et ce sera ma conclusion, oui. Parce que si on envisage... Voilà, est-ce que c'est transposable vraiment dans d'autres régions, alors, à votre avis ? C'est transposable à condition que les acteurs, puisqu'on part toujours du terrain pour ces expériences-là, soient informés de l'existence. C'est mon propos aujourd'hui et c'est la nature de mon propos. Et puis on peut les aider là-dessus, bien entendu. Et demain, qu'est-ce qui va se passer ? J'ai quelques vœux, bien sûr, à formuler. On souhaiterait à l'ADOPS pérenniser en simplifiant le mode de gestion. On souhaiterait que le système d'information soit mis en place et interconnecté avec l'encentre 15. On souhaiterait promouvoir cette organisation près des autres régions. On souhaiterait anticiper le renouvellement des médecins engagés dans la gestion des ADOPS. On souhaiterait développer le dialogue inter-ADOPS. Cette liste, bien sûr, n'est pas exhaustive. Et notre souhait est de l'étendre, de l'adapter pour sans cesse améliorer cette prise en charge de nos patients. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci.